Bonjour docteur, Bonjour, bienvenue sur La On Discute. merci bien. Content de vous accueillir pour ce podcast, on va parler de plein de choses intéressantes. Ah bah, j'espère. En plus là, si j'en suis sûr, j'en suis sûr parce que quand on a préparé ça avec Margot et mon équipe, on était déjà impatients d'avoir les réponses à nos questions et pouvoir développer un petit peu sur ces problématiques-là. En plus là, on commence la semaine, on est lundi matin, on est dans de bonnes conditions pour avoir un super épisode, donc encore une fois, merci. Ah bah, c'est un plaisir. Alors, je pense que presque tout le monde se plaint de petites douleurs, des douleurs cervicales, des douleurs au dos, des douleurs articulaires. Mais à quel point ces douleurs peuvent être d'origine dentaire? Est-ce que d'ailleurs il y a un lien? Et à quel point ce lien est important? Alors, d'abord, je vais d'abord faire une petite Petite préface. mise en garde. Ce que je vais raconter Hmm, concerne mon exercice. bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas une vérité absolue. Et je vais pas prétendre pouvoir traiter la planète, pouvoir traiter tous les maux. Il n'y a pas de solution universelle, ça n'existe pas, déjà. La seule chose, c'est que moi, j'ai l'expérience, j'ai 40 ans d'expérience. J'ai soigné plus de 15 000 personnes dans les troubles posturaux en relation avec la mâchoire, puisque c'est de ça dont on va parler. Bien sûr. Et pour répondre à la question, donc ça n'engage que moi, quelques confrères aussi, parce que je ne veux pas me fâcher avec mes confrères dentistes, mais quasiment tous les problèmes de santé peuvent avoir une origine dentaire. Pas forcément directe, mais peuvent avoir une origine dentaire. Déjà, c'est bien de faire ce petit disclaimer. Oui. Comme ça, au moins, nos auditeurs ici et ceux qui regardent le podcast sont au courant. Oui, Mais je pense déjà que sur La On Discute, ils sont habitués à avoir de la nuance et de pas faire des associations ça. trop rapides. Mais c'est bien d'avoir cette petite Oui. remise au point. Oui, parce que rien que d'un point de vue statistique, moi je suis un scientifique. Hmm. Ça veut dire que j'ai des bases, je peux partir un petit peu partout, mais j'ai des bases qui me permettent d'être rationnel. Bien sûr. Parce que les patients, quand ils viennent me voir, ils ont besoin de rationalité et ils ont besoin d'avoir un résultat. Donc je suis obligé d'avoir des choses vraiment tangibles. Et dans mon exercice, j'ai plein de choses qui me permettent de mesurer, de confirmer, de faire changer les gens. Et par contre, tous les gens que je reçois ont des problèmes. Hmm. Ça veut dire je ne suis pas représentatif de la population. Ah oui, c'est une bonne distinction. Mais juste d'une partie qui a en l'occurrence Voilà. des problèmes. Ouais. Donc moi, dans ceux que je vois, la grosse majorité, on va dire, oui, au moins 95% des gens que je vois qui viennent en consultation ont des problèmes à distance, en lien avec la mâchoire, en lien avec les dents. Hmm. Mais c'est pas la représentation globale de la population. En sachant qu'il y a des statistiques qui ont été faites et qui ont montré qu'on est à peu près à entre 60 et 70% d'anomalies posturales, musculo-squelettiques, etc., en relation avec la mâchoire. C'est énorme. C'est énorme. 60 à Oui, 70%. oui, oui. Ok. C'est énorme. Ah oui, donc là, Alors, pour un truc tout bête, hein, tout bête. qui a l'air tout bête, mais en fin de compte, qui est vraiment très important. Parce que là, on parle bien de la mâchoire Et des dents. et des dents. Ouais. Donc, ça a l'air tout bête, mais en réalité, ça peut changer nos vies carrément. Hein, si... Complètement. Hmm. Complètement. Et pourquoi c'est ça? Eh ben, simplement parce qu'il suffit de questionner 100 personnes. Il y en a au moins 90 qui sont passés chez le dentiste. Ça, c'est très intéressant. Donc, on a fait des modifications dans leur bouche. Et ces modifications, elles ne sont pas forcément avec des incidences à distance, mais elles peuvent. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de paramètres dont on va certainement parler. Bien sûr. Et en tout cas, moi, ceux que je vois, ils sont arrivés en bout de circuit, ils savent plus quoi faire, ils viennent me voir, et à chaque fois, je trouve une relation avec la mâchoire. Alors, je suis un peu intéressé par les raisons qui font que les personnes viennent vous voir. Est-ce qu'elles ont été recommandées par quelqu'un? Est-ce que, à travers leurs recherches, elles ont eu quelques indices que ça pouvait venir de là? Comment ça se passe en fait? À quel moment on a cette idée de se dire, attends, peut-être que le problème vient d'ici? Alors, c'est compliqué parce que, en fait, c'est pas connu. Hmm. Et un patient qui va soupçonner qu'il a un problème de mâchoire, il va aller voir son dentiste, et puis le dentiste va dire non, non, j'ai regardé, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Donc, il va chez l'ostéo, chez le chiropracteur, chez le kiné, le physio en Suisse, mais ça, le kiné, c'est pareil. Et puis, ils vont appliquer des techniques
sur des zones comme la nuque, comme les épaules, le bassin, enfin bref, plein de trucs qui fonctionnent pas. Et ce qui les fait venir chez moi, c'est la récidive. C'est-à-dire que le praticien, il va appliquer sa technique, il va faire ça correctement, parce que c'est un bon professionnel. Mhm. Et puis le patient, il revient un mois et demi après, un mois et demi après, puis j'ai encore mal. Parce que le problème Il ne venait refait sa technique, et puis ça re-récidive. Et au bout d'un moment, si le thérapeute est correct, il est conscient et qu'il a son rôle de thérapeute qui est d'aider le patient, à un moment, il faut qu'il cherche ailleurs. En disant, voilà, ma technique, elle est bonne. Si je l'applique et ça ne fonctionne pas, c'est que il existe quelque part un obstacle qui empêche le corps de fonctionner. C'est très Alors, clair. je vais juste expliquer l'obstacle, ce que c'est. Je fais certainement je vais en faire, je fais beaucoup de métaphores et d'analogies. Oh, c'est parfait. On aime. Voilà. On aime. J'ai une formation d'hypnothérapeute, alors j'en fais plein. Bah, c'est génial. Et donc, on parle par exemple d'une porte. Mm. Une porte qui est là, derrière, là, qui fonctionne parfaitement bien. Il n'y a aucun problème. Et puis, il y a quelqu'un qui vient mettre un meuble derrière. Pas au courant. On arrive le matin, ah, tiens, elle ne marche plus. On peut imaginer, tiens, c'est un problème de charnière. Mm. Ou alors c'est la marque de la porte, finalement, elle s'est dégradée, elle ne marche plus. Ou alors, le menuisier qui l'a montée, il ferait mieux de vendre des frites plutôt que de faire menuisier. Non. Elle a son plein potentiel. Mm. Elle est gênée. Elle peut fonctionner si on lui enlève l'obstacle. Mm. Et dans le corps, c'est pareil. Le corps, il sait fonctionner, il sait s'auto-guérir, il faut lui retirer ce qui l'empêche de le faire. C'est ça l'astuce. Et là, c'est clair. C'est ça le nœud, c'est ça juste ce que j'essaye de faire comprendre aux patients, c'est qu'il y a un moment, s'ils sont dans cette situation-là, c'est qu'ils ont un obstacle. Et dans les gens que je vois, ce qui n'est encore une fois pas forcément la majorité, toute la population, ouais. Je suis un petit ça peu, s'en approche. Ouais, je suis un petit peu monomaniaque des dents quand même. Et c'est la mâchoire. Pour moi, c'est la mâchoire. C'est quand même. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de la mâchoire en lien avec la respiration, la position de la langue, etc. Mais jamais je me doutais que ça pouvait être un obstacle qui serait impliqué dans des douleurs qui sont virtuellement sur tout le corps. Oui. Même pas virtuellement d'ailleurs. Oui. Qui peuvent être Oui. sur tout le corps. Exactement. Comment quelque chose qui se trouve à cet endroit peut résonner, peut vibrer limite sur tout le corps? Alors, est-ce qu'il y a des nerfs qui connectent? Est-ce oui. qu'il y a en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien entre toutes ces parties du corps? Alors, je vais essayer d'être clair dans quelque chose qui est compliqué. Oui, j'imagine que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais c'est très très intéressant d'avoir la perspective de la globalité. Mmh. Encore une fois, quand on fait ce travail que je fais, c'est un travail de globalité. On ne peut pas regarder par le petit bout de la lorgnette. On peut le faire, mais il faut réunir l'ensemble. Alors pourquoi la mâchoire elle est aussi importante? Simplement parce que elle est sous dépendance d'un nerf qu'on appelle le trijumeau. Le trijumeau. Le trijumeau. C'est un nerf qui est à la base du crâne. Le trijumeau parce qu'il a 3 branches. Ouais. Et ce nerf trijumeau, c'est quasiment le nerf le plus réflexogène du corps. C'est-à-dire qu'une petite perturbation va déclencher une cascade d'informations dans le corps, une cascade d'informations d'adaptation. C'est-à-dire que on imagine, il y a un soin dentaire qui est fait, une carie, parce qu'il faut faire la carie. Et puis le dentiste, il fait son travail correctement, mais quand il va faire son travail, il va faire un soin qui ne respecte pas le positionnement exact de la dent qui était prévu dans sa génétique. D'accord. Et la différenciation de sensation d'une dent avec sa voisine, avec son antagoniste, c'est 8 microns. Donc c'est vraiment microscopique. C'est rien. 8 microns. Ça veut dire que si je comprends bien, s'il y a ne serait-ce qu'un tout petit déplacement de quelques microns, ça peut produire des réactions qui sont plus ou moins embêtantes. Voilà. Et bien après, je vais expliquer pourquoi, parce que c'est terriblement subtil et c'est vraiment, vraiment intéressant. Et pour se représenter 8 microns, je sais pas, la taille d'un cheveu, c'est quoi? C'est quelques microns? Normalement, ça doit être 15 à 20 microns. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment... c'est rien, quoi. C'est plus fin que l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Ouais. La dent a la capacité de perception plus fine que la pulpe du doigt. D'accord. Alors qu'on considère que limite on sent, ouais. c'est de la rigolade.
Et c'est l'organe le plus dur du corps. Ok. Donc, une petite perturbation, si elle n'est pas prévue dans le corps comme c'était prévu initialement au niveau génétique. Mhm. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse de pourquoi c'est comme ça. Quand on a été fabriqués, tous, il y a les cellules des parents, clac, une cellule. Dedans, il y a l'ADN, qui est la base de données de tout ce qu'on va devenir. Il y a tout dedans. Il y a absolument tout pour fabriquer le corps. Y compris le placement précis Tout. de toutes les dents. Ben oui, leur forme, leur couleur, leur place, tout est là. La cellule mère va se diviser en cellules filles, distribuer son message d'ADN et sa base de données à toutes les cellules pour fabriquer 60 000 milliards de cellules qui ont toutes le plan. Et puis un jour, donc c'est prévu, puis un jour, on passe chez le dentiste. Ou on a un accident, peu importe, mais Ouais. c'est souvent le dentiste. On passe chez le dentiste, puis le corps il fait ouais, ben ça joue pas là. Et C'est moi, pas dans le plan. c'est pas le plan. Ben c'est pas mon plan ça. Mais je fais quoi? Pour vivre, on s'adapte Hmm. et on se vrille. Alors maintenant, je vais introduire une notion beaucoup plus subtile, médicale. Je vais essayer encore une fois d'être clair et synthétique. Il y a dans tout le corps, il y a partout, un système d'alarme qui est basé sur la substance P, comme ça qu'elle s'appelle. C'est un neuropeptide qui est un système d'alarme, c'est-à-dire que, comment je pourrais expliquer ça? Voilà. Il y a un système d'alarme dans une maison. Mhm. Il y a des capteurs, il y a un intrus qui passe, et le capteur prend l'information de l'intrus, envoie ça à la centrale, Qui déclenche la sirène. Eh ben c'est ça la substance P. Elle va déclencher la sirène dans le corps. C'est-à-dire que, par exemple, on se fait faire un soin dentaire, et je pense qu'il y en a plein qui ont eu des soins dentaires, et puis au moment où ils mordent, ah, il y a un truc qui joue pas. Ça va pas, j'ai un petit peu mal, ça me gêne. Il y a un truc. Et ce que dit le dentiste, c'est C'est normal. normal. Vous allez voir, ça va passer. Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai, ça va passer, mais c'est faux, c'est pas normal. Hmm. Parce que ce qui va se passer, c'est que la dent, comme elle reçoit une information parasite, elle va sécréter de la substance P. Cette substance P va inonder le corps en une nanoseconde. D'accord. Donc, Bon, je ne sais pas comment ils ont mesuré, mais une nanoseconde. donc c'est immédiat, quoi. Voilà. En fait, c'est un neuropeptide qu'on appelle une tachykinine. C'est-à-dire ce sont des molécules qui sont excessivement rapides. Hmm. Une nanoseconde. Le corps est informé. La substance P va inonder le corps, et j'expliquerai après ce que ça fait dans le reste du corps, mais au local, ça va disparaître. C'est-à-dire, l'endroit de la dysfonction, la substance P disparaît. Donc, il n'y a plus l'alarme. Et en même temps, cette substance P va faire fabriquer par le cerveau 2 hormones qu'on appelle méthionine et encéphaline, qui sont des opioïdes. Hmm. Donc, en gros, la dent, elle prévient, enfin, le patient est prévenu avec le soin. Il dit, non, oh, non, il y a un truc qui joue pas, ça me gêne, il y a un machin. Donc là, c'est un système d'alarme. Et puis, on laisse comme ça, et arrivé à un moment, le cerveau, il fait, ferme-la. Et donc, opioïdes, et on se sent mieux. C'est ça? Bah, les opioïdes font casser le système. Hmm. C'est-à-dire que le cerveau dit à la dent, tais-toi, Hmm. ferme-la. Mais toute la substance P est dans le corps. Et dans le corps. Parce que la dysfonction est toujours là. Ouais. Et donc le corps va essayer d'éviter, en tournant très légèrement, il va essayer d'éviter le contact prématuré, Mhm. ou le manque de contact, c'est pareil, comme un petit caillou dans la chaussure. On a un petit caillou dans la chaussure, Ouais, je vois. il fait pas mal, il gêne pas, mais on le sent. Alors on va bouger un peu le pied pour Mhm. pas le sentir. C'est exactement pareil. Puis au bout d'un moment, bah, il est toujours là, mais on le sent plus. On s'est adapté et oui, on a pris On une s'est adapté. position pour Puis plus après, on le. dit, ah tiens, comment ça se fait, j'ai mal au genou. Hmm. Ah, bref. Donc ça, c'est exactement ça. Sauf que cette substance P, elle entraîne la vrille du corps. Parce qu'elle a un effet piézoélectrique dans le corps, où elle va provoquer, au niveau du tissu colloïde, donc tout le système collagène autour des cellules, et toute la partie latérale en relation avec la dysfonction va devenir relâchée. Hmm. Et de l'autre côté, ça va se contracter. Et donc, relâchement, contracture, vrille. La vrille. Alors au début, on encaisse,
Et puis au fur et à mesure, voilà, on ajoute, et à un moment, le corps il fait oh, ça va pas, Et là, on a vraiment mal. et il fait mal. Et cette substance P, elle reste combien de temps? Enfin, je veux dire, elle a été sécrétée. Elle se diffuse dans tout le corps. Oui, Et est-ce qu'elle est évacuée? Est-ce que elle reste? oui, tant que la dysfonction est présente. Hmm. On retire la dysfonction, ça s'arrête instantanément. J'ai déjà fait, alors bon, c'était un petit peu particulier, mais on appelle ça des dents dysfonctionnelles. Bon, je vais pas rentrer vraiment trop dans le, mais Ouais. j'ai relevé un contact parasite sur une dent Mhm. chez un patient qui venait. Le système postural avait été corrigé, il y avait absolument aucun problème, c'était nickel. Et tendinite du tendon d'Achille. Il boite, le tendon d'Achille est gonflé, on le touche, ça fait très mal. Je trouve 3 dents dysfonctionnelles. Je travaille sur les dents dysfonctionnelles, j'enlève les anomalies, c'est du polissage que je fais sur les dents. Ouais. J'enlève les zones de contrainte. Je demande au patient de se lever, il marche, il boite plus. Donc immédiat. Instantané. Immédiat. Instantané. Ça ne veut pas dire que toutes les tendinites sont dues à ça. Oui, oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, comme il n'y avait rien et qu'il n'y a personne qui arrivait à soigner, en pensant aux dents dysfonctionnelles, eh ben, on a pu corriger la cause et immédiatement, puisque en enlevant la dysfonction, on supprime la substance P dans tout le corps, Mhm. pouf, ça s'arrête. Et alors, comment c'est possible d'être aussi précis sur la dent, du coup, si jamais moi je vais chez mon dentiste et qu'il y a un petit déplacement de quelques microns ou quelques dizaines de microns, comment la marche inverse est possible? Comment on peut arriver à rétablir la position qui était déterminée par le plan à la base? C'est même plus du travail d'horloger, là, c'est quelque chose d'encore plus précis. Ah, c'est une très bonne question. La règle, c'est que l'information vraie est dans le corps. Donc, faut la trouver. Donc il faut la chercher. Ah, ok, je Et pour comprends. la chercher, il y a un truc qui est très simple. Il faut demander au corps. Il ne faut pas demander au patient. Quoi qu'on demande au patient, parce que lui, il a l'information. Quand je fais mes consultations, en fait, c'est très amusant. La première chose que je fais, donc je reçois, donc mon assistante fait un questionnaire déjà, elle me dégrossit un peu toute l'information au téléphone. Ensuite, elle fait des mesures, bon, on reviendra à ces mesures de posturométrie, où j'ai déjà des éléments qui sont intéressants. Et puis quand j'ai le patient en face de moi, la première chose que je fais, c'est je lui dis, je vous écoute. Et puis je me tais. Ok. Donc, on veut avoir son ressenti, Ah ben ce oui. qu'il pense, etc. Le patient, il est avec lui 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'il va ressentir des informations qui correspondent à son corps. Alors, c'est brut, c'est flou, Faut le décrypter. faut Ouais, crypter. Mais en général, et c'est très amusant, il m'envoie des informations, il me dit les trucs qu'il a vécu, et très souvent, il m'annonce, codé, la correction à faire. Je sais déjà ce que je vais faire. Il est venu avec tout le paquet. Après, il faut que je fasse le tri. Il faut que je le confirme. Moi, j'ai besoin de confirmer. Bien sûr. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je regarde les mesures posturométriques que j'ai, c'est-à-dire le dos, le positionnement des ceintures, la colonne vertébrale, les scolioses, positionnement du bassin, etc. Les ceintures, c'est ceintures scapulaires. Ceinture scapulaire, Ok. pelvienne. Ouais. Voilà. Et je regarde s'il y a des obstacles dedans, c'est-à-dire des choses qui sont qui sont pas logiques. Comme par exemple, normalement, un droitier, il a l'épaule droite un peu plus basse et un petit peu en avant. Très souvent, Ok. un droitier. D'accord. Très souvent. C'est une sorte de programmation du corps pour être plus efficace dans les réflexes. Bon, s'il est droit, c'est nickel. Hein. Mais s'il a l'épaule droite un peu plus basse et un petit peu en avant, pas gênant. Si je vois, avec les images, une position de gaucher et que la personne me dit « je suis droitier », Là, ça met la puce à l'oreille. il y a un truc qui va pas. Ouais. Ça veut dire que c'est comme si le corps disait « alors, je dois me mettre en droitier, mais non, je peux pas. Tant pis, je vais me mettre en gaucher. Parce que là, j'arrive pas à passer. Donc tant pis, je me mets en gaucher. » Et donc pour moi, c'est un obstacle. Je Il y comprends. a un truc qui vient gêner. Après, évidemment, il faut que je fasse mon enquête. Et puis la troisième partie qui est le test du corps. Et donc je vais tester, j'ai des tests particuliers, des tests où je vais tester sur le corps le positionnement de la mâchoire. En fait, ce qu'il faut imaginer, parce que là je suis peut-être allé un petit peu trop vite tout à l'heure, la première chose qui est gênante, c'est la mâchoire, c'est pas les dents. C'est-à-dire positionnement là des condyles. C'est ce que j'allais demander. En fait, quelle est la différence entre la mâchoire et les dents? Est-ce que mes dents sont dans ma mâchoire et qu'elles bougent en même temps que ma mâchoire?
Oui. Et du coup, le positionnement de la mâchoire, Prioritaire. Il Ok. est prioritaire. il est prioritaire. Oui. Alors, c'est très amusant parce que quand je fais tout mon examen, bon, pourtant je suis médecin dentiste et que voilà, mais quand je fais tout mon examen, à la fin de l'examen, je dis au patient, vous avez vu, j'ai pas regardé vos dents. C'est intéressant. En ça. fait, je m'en fous. Il doit être Bah, non, surpris. c'est pas vrai, Oui, bien sûr, ouais. mais ça n'a pas d'importance au début. Hmm. Le dentiste, il va se précipiter sur les dents et ouvrir la bouche et regarde. Parce Il que c'est regarde sa pas le corps. spécialité. Oui. On n'a pas été programmé pour ça. Hmm. Dans nos études, dans la façon de faire, on n'a pas ça. Donc, le dentiste soigne les dents d'un patient. Alors, je fais un petit truc raccourci. Moi, quand je m'occupe d'une personne, je m'occupe d'une personne qui a des dents. Hmm. Voilà. Ouais. Bonne Complètement distinction. différent. Ouais. Ça peut paraître simpliste quand je le dis comme ça, mais c'est simplement que c'est d'abord le corps, ensuite les dents. Et dans le corps, c'est la position des ATM, donc l'articulation temporomandibulaire qui est ici, qui envoie des informations par les capteurs qui sont à cet endroit-là, qui envoie des informations par le biais du trijumeau au niveau du cerveau. Et si c'est pas pile poil, ça marche pas. Et comment cette position, elle a pu se dévier, elle a pu sortir un petit peu du cadre qu'elle devait avoir? Est-ce que c'est à cause de notre environnement, à cause de... Je sais pas si ma question est très claire. En fait, Oui. si jamais on a des douleurs dans le corps, elles peuvent être expliquées par justement la mâchoire et les dents. Oui. Mais qu'est-ce qui explique que la mâchoire peut se dévier, peut avoir une mauvaise position, peut ne pas être à sa place? Tellement de choses. Ça peut déjà être congénital. D'accord. C'est-à-dire que le principe, quand on a la fabrication de la première cellule, c'est que le premier truc qu'on prend, alors qu'on n'est pas encore, on vient juste d'être conçu, on n'est qu'une cellule, c'est-à-dire rien et tout, c'est toute la lignée familiale, des deux côtés. Hop, petite valise, et voilà le cadeau de la famille. Bon, rien que ça déjà. Donc on peut avoir des familles avec des mâchoires petites, des familles avec des grandes dents, des familles avec des crânes allongés, des crânes carrés, bon voilà. Tout est dans la nature. Tout ce qui est dans, voilà. Et donc rien que ça, déjà, le corps, il doit se débrouiller avec ça. Et puis, on a observé que depuis plusieurs centaines d'années, alors là, je suis pas précis du tout parce que c'est de l'anthropologie, il y a une modification des crânes, il y a une modification des jambes, c'est-à-dire que les gens se sont allongés, les pieds ont augmenté et les mâchoires se sont rétrécies. Et donc, on est de plus en plus avec des petites mâchoires et des grosses dents. Alors qu'avant, Et c'était donc, pas le il y a, comme je dis aux enfants, il y a trop de marionnettes pour le théâtre. cas. Donc, ça se bouscule. Et donc, on peut avoir d'emblée des anomalies de positionnement, puisque en fait, si la dent n'a pas sa place, eh ben, elle va essayer de trouver sa place comme elle peut. Et on a des anomalies de positionnement de mâchoire, parce que les dents se sont mises comme elles ont plu. Qu'on essaye de modifier ou de corriger tant bien que mal avec l'orthodontie. Voilà, exactement. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui font de l'orthodontie, puisque on est sur une anomalie constitutionnelle de l'évolution de l'être humain. Mais même presque tout le monde fait de l'orthodontie. Je crois que je connais Oui. pas une personne qui est pas passée. Bah c'est ouais. Bah oui. Ouais. Ouais. Ok. Alors ils vont pas être contents les orthodontistes, je sais pas si je dois le dire, mais c'est pas la peine de mettre des commentaires contre moi et de critiquer. Hein. c'est juste mon exercice. On est préparé de toute Voilà, façon. c'est juste mon exercice. Oui, bien sûr. Mais dans mon exercice, dans les gens que je vois, j'ai à peu près 80% de patients qui ont des problèmes de posture en relation avec une anomalie de positionnement de mâchoire parce qu'ils ont fait de l'orthodontie. Et c'est très intéressant, ils le savent. Ils le savent. Inconsciemment, ils le savent et ils le manifestent un moment dans le discours. Je crois que je le sais. Je crois que je le sais aussi. Voilà. Parce que je suis passé par la case orthodontie pendant l'adolescence. Ouais. Mais du coup, ça n'a pas résolu grand-chose. Je sais même pas si ça devait résoudre quelque chose d'ailleurs. Mais Difficile à dire. Difficile à dire. Ouais. Alors, je suis absolument pas contre l'orthodontie. Oui, bien sûr. Pas du tout. Je pense que l'orthodontie, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire quand on a un problème fonctionnel, un problème esthétique, parce qu'il y a des gens, ils ont vraiment des allures au niveau dentaire qui sont pas belles, et ça peut jouer des problèmes sur leur confiance en eux, etc. Donc dans la vie. Et moi, je pense que c'est vraiment intéressant. La seule chose, c'est que ce que je reproche aux orthodontistes, pas à tous, mais à la plupart, c'est qu'ils s'occupent pas du corps. Ils bougent les dents comme s'ils bougeaient des morceaux de carrelage, quoi. Ouais, sans prendre en considération tout le reste. Ouais. D'où la posturodontie. Ben voilà.
Mélange des deux. Posture, odonte, la dent. Posture-odontie, c'est la science qui permet de travailler sur le système postural en utilisant la mâchoire. Enfin, la dent et puis l'appareil manducateur, on va dire. La globalité de la bouche. Petite curiosité personnelle, ça existe depuis quand la posturodontie? Moi, ça fait déjà 40 ans que je fais ça. Donc, donc quelques décennies. Ah oui, c'est ça. Mais jusqu'à il y a quelques mois, je ne connaissais pas ce terme. Non. Je connaissais posturologue, Ouais. je connaissais orthodontiste, Ouais. mais posturodontie. Ah oui. Il y a une raison. Hein. Parce que oui, il y a une raison. Qu'est-ce que c'est? La raison, les posturologues et les orthodontistes se sont ligués pour éviter la fusion. Pas du tout. Pas du tout. C'est encore plus bête que ça. Ok. Pour faire le métier que je fais, qui normalement ne devrait pas exister, puisque normalement c'est les dentistes qui devraient le faire. Ah oui. Ouais, là, je suis posturodontiste et je ne fais plus que ça à 100%, c'est exclusivité. Mais j'ai été dentiste avant et je faisais des soins dentaires. D'ailleurs, j'étais même spécialisé dans la dépose des métaux lourds et la lutte contre les amalgames dentaires, qui m'a valu des petits soucis. Et parce qu'il y a 40 ans, un peu en avance. Ouais, c'était un peu en avance sur son temps. Donc là, donc j'ai fait ça pendant longtemps, où je faisais les soins dentaires et le travail postural en même temps. D'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais des reconstructions, que ce soit des caries, des couronnes, des ponts, etc., à chaque fois, je faisais les tests posturaux pour savoir si mon travail s'intégrait dans l'architecture du corps. Bien sûr. C'est-à-dire ce qui était prévu pour lui. Parce qu'il ne s'agissait pas que je rétablisse une fonction masticatrice seule, il fallait que ma fonction masticatrice soit intégrée dans l'harmonie du corps pour que la personne puisse vivre ce qu'elle a à vivre et faire ce pourquoi elle est faite. Et ce qui est presque évident, en fait, quand on le voit de cet œil-là. Oui. D'avoir cette approche globale et de pas juste intervenir sur les quelques centimètres cubes que représente notre mâchoire. Et puis moi, ça m'a changé mon métier. Hein. J'imagine, ouais. C'est faire des trous et puis les boucher, ça n'a aucun intérêt. Hein. Mais avoir cette perspective et cette globalité de dire je vais voir la personne, je vais travailler sur ce qu'elle est, lui donner un équilibre global et faire en sorte que... Alors, je vais refaire une autre métaphore. Que son équilibre global joue aussi sur son psychisme. Parce que c'est comme une voiture. Il y a une voiture, il y a plein de capteurs. Dans la voiture, les capteurs, ils servent à montrer qu'il y a des machins qui dysfonctionnent. Et au volant, on a un pilote. Et le pilote, soit c'est un pilote, et par exemple, si je prends un exemple j'ai rien contre la marque, mais on met le champion du monde de Formule 1, on le met dans une Dacia, il va pas performer. Hein. Bon, c'est une bonne voiture, hein, mais il va pas performer. Eh ben nous, c'est pareil. Si on a un esprit qui est très performant et qu'il est dans un corps qui ne fonctionne pas, il y a un décalage. Et la personne, au niveau cognitif, elle n'est pas à sa place. Elle ne peut pas être à sa place. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que je dis souvent aux patients que je vois, je dis, vous commencez le travail avec moi, il faut savoir que vous allez changer. Mais vous allez changer physiquement, ça c'est sûr, en tout cas je le souhaite, mais psychiquement. Et j'ai des fois des choses bouleversantes. Bouleversantes. J'ai une patiente qui est venue, elle m'a foutu les pressions celle-là, parce qu'elle avait tout fait. Et puis elle vient dire, voilà, j'ai entendu parler de vous, et puis, alors, si vous ne trouvez pas, je me suicide. Ah oui, donc... D'emblée, comme ça. En mode désespéré. Oui, d'accord, merci du cadeau. Et je lui ai dit, écoutez, pression, je vais chercher, je vais regarder. Et puis, j'ai trouvé, et je lui ai dit, vous patientez. C'est-à-dire, vous vous mettez sous un train si vous voulez, mais vous me patientez au moins 5 mois. Qu'on puisse avoir le début des effets. Et elle a patienté. Et on a eu des effets. Alors évidemment, elle, ça a été très long parce qu'on partait de loin. Et puis, tout doucement, ça s'est amélioré. À la fin, elle était bien. Elle a changé de mari. Elle a changé de boulot. Elle a changé de pays. Elle a changé de maison. Elle a tout changé. Donc c'était vraiment une nouvelle vie. Hein. Oui, une nouvelle vie. Nouvelle vie, nouvelle personne. Alors évidemment, ça c'est cas extrême. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'était amusant. Oui. Parce qu'elle m'avait vraiment foutu la pression. Hein. Ah bah, j'imagine que le premier rendez-vous, ça annonce ça. Et je vous jure que c'est vrai. Hein. Et là, j'étais pas bien. Quand même. Mais il doit y avoir aussi la satisfaction d'arriver à trouver
la cause, et puis de petit à petit résoudre Oui. ce problème. Alors, le truc très intéressant dans la posturologie, c'est que comme on travaille avec le système de la substance P, à partir du moment où je trouve l'anomalie, le corps va réagir instantanément. Et donc, je sais, alors que j'ai pas commencé le traitement, je peux montrer au patient des changements dans son attitude posturale tout de suite. Du style, par exemple, c'est très très fréquent, hein, problème de nuque. Ils ont du mal à tourner la tête. Je fais mon diagnostic, je teste une correction aléatoire, la tête tourne. Le bassin tourne, la tête tourne. En 10 secondes. Bah, c'est tout, on a compris. On sait que le corps va fonctionner. Après, c'est du temps. On a besoin d'affiner le travail. On a besoin de donner au corps vraiment ce dont il a besoin. Et ça s'étale dans le temps. Mais le corps réagit tout de suite. Ça veut dire que on perd pas de temps avec une pseudo-illusion de dire peut-être que ça va aller. Non, non. On le sait direct. On sait tout de suite. Ce qui me permet aussi de voir des patients où je dis, bah, écoutez, votre corps, il ne fonctionne pas. Et c'est pas de mon ressort. Et moi, je peux rien faire. Donc, on gagne du temps, on évite des déceptions, et que quand on va commencer un travail, c'est parce que ça va marcher. Et après, le travail peut durer jusqu'à plusieurs mois, du coup. Oui, plusieurs années même. Plusieurs années. Oui, ça dépend des gens. Ok. Mais vu qu'il y a eu les premiers résultats immédiats, voilà. Ça les encourage à continuer. C'est progressif. Le patient va avoir des symptômes, des choses qui vont progresser régulièrement, un petit peu à la fois, et c'est très très intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Ah oui, très. Qu'est-ce que les personnes, en regardant ce podcast ou en l'écoutant, comment elles pourraient arriver à déterminer si oui ou non elles ont une bonne posture? Est-ce que c'est quelque chose qu'elles peuvent déterminer d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des petits signes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille? Est-ce que c'est une mauvaise posture quand on est assis, une mauvaise posture quand on travaille? Est-ce que c'est des petites douleurs chroniques en bas du dos? À la limite, qu'est-ce que ça veut dire avoir une mauvaise posture? Bah, c'est une très bonne question. C'est le problème des normes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai appris la posturologie, ah oui, c'est un truc que je devais dire tout à l'heure, j'ai oublié. Quand j'ai appris la posturologie, on m'a appris à mettre les ceintures droites, la colonne vertébrale droite, les pieds bien posés, tout droit. Symétrique, aligné. Ouais. Voilà. Mais donc comme une illustration qu'on verrait dans les livres, tout est carré, quoi. Bah, le bonhomme de Vitruve, l'homme de Vitruve, ouais. Ah, voilà. Mais c'est faux, ça n'existe pas, ça. D'ailleurs, c'est amusant parce que moi, je vois des patients qui viennent. J'ai 2 exemples. J'en ai eu la semaine dernière. Une patiente qui est venue, on fait les mesures de posturométrie où on voit la forme de sa colonne vertébrale. Elle est nickel. Elle a une petite attitude scoliotique de 4-5 degrés, rien du tout. Elle est bien. Son bassin est droit, les épaules sont droites. La forme de sa colonne vertébrale, syphose correcte, lordose correcte. Positionnement des pieds un petit peu décalé, mais pas grand-chose. Donc, une illustration des manuels d'anatomie, quoi. Voilà. Et dans le questionnaire qu'on fait, parce qu'on fait remplir un questionnaire en ligne sur elle m'a tout rempli. C'est-à-dire, elle a mal partout. Ah ouais. Et quand je la regarde, elle est parfaite. Donc, et c'est d'ailleurs ce que lui avaient dit les personnes qu'elle avait vues, qui avaient regardé, ils avaient fait des radios, des machins, des trucs, et en faisant les mesures, ils lui ont dit « Non, mais ça va pas bien, prenez des antidépresseurs. » Ah oui. Parce que tout va bien. Et vous avez mal? Non, vous n'avez pas mal. Horrible déjà pour la patiente d'entendre ça. C'est affreux. Et donc ça pose la question des normes. Voilà. Et donc la norme, et à l'opposé, j'ai une patiente qui vient avec des douleurs partout et une scoliose de 55 degrés. Okay, donc c'est plus une colonne vertébrale, c'est un serpent. Ouais. Voilà. On fait le travail sur le travail postural parce qu'il y avait une anomalie au niveau de ses dents. On corrige, on finit, parce que je fais des mesures de fin, on tombe à 42 degrés. C'est énorme. Ah ouais. Ouais, mais c'est énorme, 42. Normalement, on commence les interventions sur la colonne vertébrale à 35. À 42 degrés. Ouais, sauf qu'elle a pas mal. C'est-à-dire, elle est avec une colonne vertébrale qui est encore tordue, elle se plaint plus. Alors, il y a des trucs qu'elle peut plus faire, parce que c'est mécaniquement impossible. La colonne vertébrale l'empêche de faire ça. Mais ça va. Et elle est pas droite. Mais elle est bien. Alors, c'est quoi qu'il faut? C'est mettre les gens parfaitement droits ou mettre les gens bien? Mettre les gens bien. Moi, j'ai choisi. Évident. Ouais, c'est évident. C'est complètement évident. Oui, j'ai choisi. Moi, ce qui vaut, c'est l'absence de symptômes. Tous les symptômes qui étaient présents
la plupart des symptômes qui étaient présents, qu'ils disparaissent, ou que s'il en reste un petit peu, parce que on peut avoir de l'atteinte matérielle, c'est-à-dire que à partir du moment où on est en vrille, on va créer par exemple une vrille ou une torsion, on va avoir une charge plus forte sur une hanche, et on peut avoir une dégradation de la structure de la hanche, faire de l'arthrose, simplement parce qu'avec le temps, ça s'est abîmé. C'était pas à l'origine la hanche. Ouais. La hanche a été une adaptation, c'était un fusible. Mais à force de prendre des chocs qui n'étaient pas la même chose que la hanche droite, que c'était pas bien réparti, elle finit par s'abîmer. Ouais, bien sûr. Donc après, on a une lésion. Voilà. Donc ça, on est obligé de faire avec. Mais globalement, on peut remettre les gens correctement. C'est intéressant ça. Donc ça veut dire que pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, si jamais ils sont un petit peu avachis en travaillant, qu'ils ont une posture qu'ils considèrent comme mauvaise, mais qu'en fait ils n'ont pas de douleur, ils se sentent très bien, du coup il n'y a pas de question à se poser sur la posture. Ah non. Hmm. Ah non. Encore une fois, les normes, c'est bien. La norme, elle est intéressante parce qu'elle sert de point de repère. Mais pour, j'imagine, la globalité de la population dans toutes ces différences. Il suffit de regarder Au dans niveau la individuel, c'est différent, ouais. Ils sont adaptés ou pas adaptés. S'ils sont pas adaptés, ils ont mal. Ouais. C'est le principe de cette planète et de l'univers. Tout ce qui ne s'adapte pas disparaît. Il suffit de prendre une bactérie. Si elle s'adapte aux antibiotiques, elle vit. Bon, nous, ça nous pourrit la vie, mais elle vit. Elle s'est adaptée. Si elle s'adapte pas, elle disparaît. Nous, c'est pareil. Si on s'adapte pas, on disparaît. Et donc, le corps n'a en permanence, il reçoit des informations, des millions d'informations par tous les capteurs de la posture, qui vont arriver au système nerveux central, et le système nerveux central doit choisir pour vivre. Il a une contrainte immédiate. Et il ne sait pas que le futur existe. Il s'en fout. Il veut survivre maintenant. C'est tout de suite. Je trouve la solution tout de suite. Si, dans 10 ans, on est obligé de m'opérer de la hanche parce que j'ai fait une adaptation qui était pourrie. Moi, j'aurais tenu 10 ans. Voilà. Ouais, je comprends bien. Le principal, c'est de faire vivre la colonie. Ouais. D'accord. C'est intéressant. Donc, c'est adaptation. Adaptation, adaptation, adaptation. Tout le temps. Et c'est ça qu'il faut chercher et qu'il faut remettre. Il faut remettre la personne dans son système d'adaptation et dans sa zone de tolérance où, voilà, il va naviguer. C'est intéressant et c'est rassurant, je trouve. Oui. Intéressant et rassurant parce que on peut avoir toutes ces injonctions et ces normes effectivement qui nous obligent à espérer être alignés, symétriques, etc. Mais si jamais on se sent bien tel qu'on est, c'est qu'on s'est adapté et qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher la petite bête. Exactement. J'ai vu un vieux monsieur qui était venu parce que c'était, on lui avait dit, va se passer, parce que c'était vraiment une anomalie de mâchoire. Ouais. C'est-à-dire, vraiment, hein, lui, il s'était articulé croisé d'un côté. C'est-à-dire, c'était la mâchoire qui partait un peu vers l'avant, partait sur le côté, il croisait les dents, il croisait les dents à l'envers. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire articulé inversé. Normalement, c'est les dents du haut qui passent par-dessus les dents du bas. Qui sont comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a les dents du haut qui recouvrent les dents du bas. Et lui, c'était à l'envers. Ah oui. Mais que d'un côté. C'est-à-dire que par rapport à l'incisive, il avait une incisive qui a passé au-dessus, l'incisive, l'autre, a passé en dessous. Voilà. Donc, le cirque. Ouais. Et il dit, voilà esthétiquement, bon, 75 ans, je crois. Enfin, il dit, oui, alors ça me gêne un peu, etc. Mais je dis, en plus, je vais comme ça depuis un moment. Je dis, moi, je vais vérifier. Donc, d'emblée, on peut imaginer que c'est le cirque. Je regarde tout son système postural, rien. Rien. C'est-à-dire, quand je fais tous les tests, son corps me dit, on touche pas. Ok. Tout va bien. Et quand je lui avais posé et quand il avait rempli le questionnaire, il avait mis pas de douleur. C'est intéressant. Et il était en vrac. Ouais. Et il est tout à fait possible que si on lui faisait de l'orthodontie pour essayer de remettre dans les normes, là, il décompense. Et la douleur de partout. Et la mal partout. C'est tout à fait possible. Pas certain. Oui. Mais c'est tout à fait, surtout à cet âge-là en plus. Bien sûr. Tout à fait possible. Donc, la question de norme, c'est la norme du patient. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant comme métier au niveau du questionnaire et de regarder les gens au début. C'est quoi ta norme? C'est quoi? Vas-y, raconte-moi. En plus, j'ai l'impression qu'il y a des normes pour toutes les différentes parties du corps. Oui. Donc, il y a des normes pour les dents, il y a des normes pour notre squelette, pour notre système musculaire, les yeux, oui, effectivement. Donc, quand on les associe, des fois, ça donne des trucs qui sont un peu bordéliques. Hein. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est de l'adaptation par rapport à une norme, c'est-à-dire remettre le corps
dans une norme, mais la norme du patient, celle qui est dans sa zone de tolérance. Parce que bien évidemment, d'ailleurs dans la reconstruction dentaire, c'est par exemple on va reconstruire des dents chez une personne qui a 50 ans. On ne refait pas une couronne avec les pointes cuspidiennes, les fosses, etc., comme quand la personne a eu la dent vers 12-13 ans. Ok. C'est ridicule, parce qu'elle a vécu, il l'a usé, il l'a adapté. Ça veut dire qu'on est toujours en train d'adapter par rapport à l'âge, Ouais. évidemment. Ouais. Là, c'est la même chose. Il faut adapter tout en fonction du corps et tester. Toujours tester, 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 tester. Et ce qui est très intéressant, ce que je fais, la question n'a pas été posée, mais je le dis quand même, c'est que les tests que j'utilise, ils ont une particularité. C'est le fameux test de musculaire qu'on utilise en kinésiologie, qui est un moyen de dialoguer avec le corps. Parce qu'évidemment, le corps, il ne cause pas. Il ne raconte rien, lui. Il sait, il peut dire, mais il faut lui demander. Pas. En gros, c'est ça. Et ben, ce test musculaire, il est basé sur la substance P. Et c'est quoi comme ce test? Il ressemble à quoi? Le test musculaire, c'est quand on utilise la force musculaire pour dialoguer avec le corps. D'accord. Par exemple, pour savoir, parce que la question a été posée tout à l'heure, pour savoir comment, c'est où la place de la mâchoire, en fait. Ouais. C'est où? Il y a deux possibilités. Il y a de faire des radios pour essayer de trouver, avec des tomographies, le positionnement du condyle et du disque articulaire, savoir comment il se situe par rapport à la base du crâne et voir s'il est dans la norme. Bon, ça c'est à peu près précis, c'est pas trop mal. Bon, ça fait irradier le patient, c'est pas terrible. L'autre solution, c'est de mettre des capteurs neuromusculaires, c'est-à-dire des palpeurs sur les muscles, et d'enregistrer les positions de repos et de détente pour savoir à quel endroit va se situer la mâchoire. Alors, c'est bien, ça prend du temps. Et puis, juste un truc tout bête, en général, ça se fait chez le dentiste. Ouais. Alors déjà, sur un fauteuil dentaire, chez le dentiste, des capteurs partout. T'es déjà on va dire au patient, un peu tendu. Détends-toi. Ouais, non, c'est Bah voyons. compliqué, ouais. Ah oui, c'est compliqué. Ouais, donc les conditions sont peut-être pas les meilleures. C'est pas terrible. Ouais. Alors, c'est un moyen, mais c'est un moyen sophistiqué et technique. Donc, ça rassure. Et moi, j'ai fait tout ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que tous les tests que j'obtenais avec des choses compliquées étaient simplifiés par le test musculaire. Et comme c'était reproductible, j'ai fini par utiliser que le test musculaire, qui est basé sur la mesure de la substance P. Et donc, je teste tout bêtement les muscles qui sont responsables du positionnement de la mâchoire. Tous les muscles masticateurs. Et avec le test, je suis capable de savoir les muscles qui sont trop contractés ou trop étirés. Ok. Et comme j'utilise des muscles agonistes et antagonistes, si un muscle qui est un abaisseur de la mâchoire est trop contracté, c'est que la mâchoire est trop bas. Si c'est un muscle qui est un élévateur de la mâchoire et qu'il est trop contracté, c'est parce qu'il manque de la hauteur. Ok. Et je pianote sur le corps, et le corps me dit, voilà, c'est ça qui va pas. Et le test se passe comment? On doit mordre dans quelque chose ou non? C'est de la palpation? Le patient serre les dents. Ouais. Avec le bras, comme ça, moi j'appuie sur le bras, voilà, et il y a une résistance. Alors c'est intéressant aussi, puisque je suis capable de le faire avec les enfants, ou je suis capable de le faire avec un haltérophile. Ouais, il y a des accessible à tous. Ouais. Mes cuisses. Parce que on mesure une variation. Et cette variation, elle est due à la substance P. Et si le muscle, au moment où je le touche, est en état de contraction, je vais libérer la substance P dans le muscle. Nanoseconde, tout le corps est au courant, il y a une inversion dans la contraction musculaire, et le muscle va se contracter avec du potassium, au lieu de se contracter avec du sodium et du calcium. Ah ouais? Oui. Et le potassium, c'est ce qui sert au muscle au potentiel de retour. C'est-à-dire que quand le muscle s'est contracté, il va récupérer avec le potassium. Et donc, si il se contracte avec du potassium, c'est faible. Et moi, j'ai le bras qui lâche. Je sais que le muscle, il est contracté. Ouais, je comprends. Et donc, en fonction de tous ces muscles que j'ai testés, je sais où est la mâchoire. Trop en arrière, trop en haut, trop à gauche, trop à droite, trop en avant. Et je fais la correction. Et donc, je teste la correction. C'est-à-dire que j'ai des petites cales d'épaisseur, et puis j'interpose des cales entre les dents, puis je reteste. Jusqu'à ce que j'ai un muscle qui me dit « Ah, ça va ». Ouais. Donc, on peut mesurer, et c'est hyper précis au final. Tout de suite. Et puis,
Une fois que c'est ça, je mesure ce que j'appelle la convergence podale, c'est-à-dire c'est une diminution de la rotation de la jambe qui bloque la hanche, Ouais. parce que le corps s'est vrillé et qu'on a cette fameuse contraction la fameuse contraction je sais plus, du tissu colloïde, voilà, au niveau des cellules. Et donc, le corps se fige, la hanche se bloque, alors qu'il n'y a rien à la hanche, hein, et la hanche tourne plus. C'est bête, j'aurais dû le faire avant. Vous auriez compris. Mais la hanche ne bouge plus. Elle est complètement. J'ai des hanches comme ça, une jambe comme ça, avec le pied comme ça, puis l'autre qui tourne, Bloqué. verrouillé. Ah ouais. Je mets les cales, Et pouf, ça bouge. le même niveau. Instantané. J'ai tellement envie d'essayer. Ah, c'est du délire. Quand je fais ça, j'ai toujours. Il faudrait que je filme. J'ai les patients qui font. Ah bah ouais, ils doivent être Ah oui. complètement Ça. choqués, ouais. Ouais. Et quand j'ai les gamins avec Mm. qui je fais ça, ils éclatent de rire. Ouais, bah ouais. Oh, ils éclatent de rire. Ah, refais-le. Ouais, ça doit être vraiment, vraiment marrant pour eux. Ouais. J'adore. Mais c'est assez fou. Et alors, dans ce cas-là, une fois que on a compris la position de la mâchoire, trop en avant, trop en arrière, etc., quelles vont être les interventions qui vont permettre de la remettre là où elle devrait être? Alors voilà, ça c'est une bonne question. Bon, j'imagine que c'est plusieurs séances et c'est Oui. c'est certaines manipulations très précises, mais juste pour qu'on se fasse une idée, qu'est-ce que ça implique? Bah, ça implique de respecter le corps, encore une fois. Bien sûr. Si on respecte pas le corps ne nous respecte pas. Bah, il va se manifester, hein. Mm. Puis il va dire ça joue pas. Ça me plaît Et pas. donc, je fais un inventaire de tout le système postural, de tous les capteurs, parce que j'ai pas parlé des yeux, j'ai pas parlé de la peau. Ah oui, qui sont des capteurs aussi, bah C'est oui, des capteurs évidemment. posturaux, hein. Ouais, ouais. C'est parce que la priorité, c'est la mâchoire. Et donc, je fais fabriquer, par un laboratoire, fabriquer une gouttière. Une petite gouttière qui est fabriquée sur les dents. Alors, c'est dommage, je l'ai, mais c'est dans mon manteau. Mm. Donc, j'aurais pu montrer, mais cette petite gouttière, elle est posée sur les dents. D'accord. Elle a l'énorme avantage, c'est que c'est elle que je vais travailler, mais pas les dents. Mm. Donc, aucune violence sur le corps. Je ne fais que l'ajustage de la forme et de l'épaisseur sur un appareil extérieur, une orthèse extérieure qu'on met sur les dents et qui va corriger le positionnement de la mâchoire parce que j'ai constaté, par exemple, qu'il en manque. D'accord. Grâce à cet outil, alors. Grâce à cette gouttière, je rectifie le positionnement de la mâchoire. Mm. Donc, on retombe sur une information correcte, c'est-à-dire le corps, il dit « Ah, tiens, je suis dans ma norme. C'est en place, ouais. Donc, j'ai pas besoin d'adapter. Donc, j'ai pas besoin de vriller. » Et donc, les informations musculaires vont changer, vont se réadapter. Le patient il peut avoir des petites tensions parce que c'est comme si on commençait un sport. Oui, bien sûr. Puisqu'en fait, s'il est vrillé et qu'il se dévrille, il y a des muscles contractés qui vont s'étirer, puis des étirés qui vont se contracter. Ouais. Et donc, on peut avoir des petites tensions musculaires. Et donc, ça joue tout le temps du travail. Et donc, cette gouttière représente ce dont le corps a besoin. Mm. Jusqu'à ce que, donc, on fait des séances par phase, Mhm. parce que le corps, il bouge par phase. Et au moment où on arrive au silence, la gouttière représente, en forme et en épaisseur, ce que le corps demande et ce dont il avait besoin. Et que peut-être, le traitement d'orthodontie, par exemple, n'a pas su donner. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'est pas allé jusqu'au bout simplement parce qu'il n'a pas écouté le corps. Ouais. Il Ouais, suffisait je comprends. juste d'écouter le corps. Et il aurait fini son travail. C'est pour ça que je dis que mon métier ne devrait pas exister. C'est les dentistes qui devraient le faire. Mais qui ne sont pas formés pour. Non, puis ils s'en foutent, hein, c'est pas leur problème. Hein. Bon, ça, c'est une question. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Moi, ça m'a demandé une Des formation décennies, ouais. colossale. Mm. Et c'est le plus compliqué, c'est un changement de paradigme. Il faut changer là. Oui, parce que si on n'y croit pas, ou en tout cas si on est très hermétique à ce genre de choses, il se passe pas grand-chose. C'est plus subtil que ça. Mm. C'est pas une question de croyance puisque c'est factuel. Hein. Alors, j'ai des confrères bien intentionnés qui disent ouais, de toute façon, c'est charlatan et il n'y a pas de preuves scientifiques. Eh ben, il n'y a pas de preuves scientifiques simplement parce qu'ils les ont pas lues. Ils ont qu'à les lire, ils verront qu'il y a des quantités monstrueuses de documents qui ont été faits Mm. et qui montrent l'interaction de la mâchoire et des dents sur le reste du corps. Donc c'est pas juste un avis, Mais- c'est un fait. Mais oui, mais c'est beaucoup plus tranquille pour un praticien
Pas tous, heureusement. Oui. Et pour un praticien, de dire il n'y a pas de rapport. La dentisterie, c'est la seule spécialité médicale où on considère qu'il n'y a pas d'application sur le reste du corps. Comme si les dents, c'était en dehors. Ce Bah qui, non. vu comme ça, est assez aberrant. Ben oui, mais c'est tellement... c'est pas moi. Hmm. Ah non, c'est pas moi. Ouais, quelqu'un d'autre s'en occupera. Voilà, c'est pas moi. Ouais, je comprends. Moi, j'ai juste soigné la dent. Hmm. Ben justement, c'est ça qui va pas. C'est ça qui va pas. Et c'est dommage parce que on est thérapeute, on est au service du patient, et qu'en ayant cette attitude-là et cette ouverture-là, d'abord, ça rendrait le métier beaucoup plus joli, beaucoup plus performant, beaucoup plus amusant, beaucoup plus intéressant, et puis on serait vraiment au service. Ouais. Mais vraiment au service. Et il y a beaucoup de pathologies qui disparaîtraient. Hein. Et vous pensez que c'est amené à changer et à évoluer dans le bon sens dans les prochaines années, décennies? C'est mal parti. J'espère. Mm. Alors, la question est intéressante. Je suis tout seul en Suisse romande à faire ça. Ouais. Parce que ce métier ne peut être pratiqué que par un dentiste, pour une question de loi. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit, par ma compétence, par le diplôme que j'ai, de travailler sur les dents. C'est-à-dire que j'ai le droit de faire une bêtise. Mm. Ça rentre dans le métier. C'est-à-dire j'ai fait une bêtise, j'ai cassé une dent, j'ai fait un truc. C'est pas grave, c'est ma compétence. Donc, même au niveau des assurances, etc. Mais ce que je fais, un ostéopathe, par exemple, pourrait le faire. La seule chose, c'est que c'est pas sa compétence. Et donc, si il pose une gouttière et il Et casse que ça une se dent, passe mal, lui, par contre, c'est le terminé pour patient lui. va porter plainte. Ouais. Le juge va dire, c'est quoi votre compétence? Ostéopathe. Ah oui, Mm. tiens. Et dentisterie, vous avez fait? Non. Alors, vous êtes responsable. Mais c'est pas plus mal, du coup. Ah, mais ça, c'est normal. Ouais, c'est. La seule chose, c'est très bien. que ça limite le travail. C'est-à-dire Ouais. que ce métier-là, il devrait être pratiqué par d'autres, comme les posturologues. Et les posturologues, ils ne travaillent pas sur les dents. Ils ne peuvent Mm. pas, ils n'ont pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent des semelles. Parce qu'ils ne peuvent pas agir ailleurs que sur les semelles. Que sur les pieds, pardon. Alors que le problème est bien plus haut. Et le problème... L'obstacle est bien plus haut pour le coup. L'obstacle, la plupart des gens, je leur demande, je leur dis, et ils me disent, oui, mais alors peut-être mettre des semelles, etc. Je dis, pourquoi? On vous a arraché un orteil? On vous a raboté le talon? Mm. Non. Je dis, on l'a fait avec vos dents. Donc, on va d'abord regarder à l'endroit qu'a subi le C'est traumatisme. une bonne remarque, ça, n'empêche. C'est de la logique. Ouais, c'est de la logique, mais j'y ai jamais pensé comme ça. Ah bah oui. Parce que mon frère, du coup, on lui avait foutu des semelles toute son adolescence. Et effectivement, il s'est jamais rien fait au pied. Fallait peut-être regarder les dents. Et puis, juste un truc. Effectivement, le pied peut avoir une problématique Mm. qui peut nécessiter d'avoir des semelles orthopédiques. Mais le pied, il est capable de s'adapter. Le pied est souvent adaptatif. La preuve, c'est qu'on est capable de marcher sur un plancher. On est capable de marcher dans du sable, dans des graviers, sur une pente. On est toujours droit. Hein. C'est le pied qui fait ça. On est capable, tous, ici, de marcher avec des chaussures différentes. Oui. Mais si c'était aussi précis que ça, on ne pourrait pas. Si le pied était vraiment aussi responsable que ça, ce serait quasiment impossible. C'est vrai qu'il est polyvalent, entre guillemets, quoi. Eh oui. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des fois on n'est pas amené à travailler sur le pied, parce qu'il y a une vraie lésion du pied. Ça, il n'y a aucun problème. Mais dire on va travailler sur le pied parce qu'on a un problème de mâchoire, je l'ai entendu, hein. Ouais, c'est un peu limite. Un Hein. gros raccourci. Ouais. Mais ça se comprend Mm. dans le sens où ils ne peuvent pas travailler sur les dents. Ils n'ont pas le droit. Pour en revenir juste à la gouttière, une fois que la gouttière a la bonne forme, Ouais. on la garde? Je l'attendais, celle-là. Parce que j'y pensais depuis tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui Alors, se passe non. avec cette gouttière? Non. Elle est amenée à disparaître. C'est un outil. Ok. Elle a deux fonctions. La première, c'est un outil de recherche. Puisque, en fait, on ne sait pas, intellectuellement, quelle est la position d'équilibre du corps. Mm. Le corps, il s'est dégradé, on ne sait pas à partir de quel moment, on ne sait pas l'évolution qu'il a mis, quel temps il a mis, qu'est-ce qu'il a mis en jeu comme intervention, comme adaptation à l'intérieur du corps, on n'en sait rien. Et pour retrouver cette position, on se sert de cet outil Voilà. de recherche. Ouais, je comprends. Et on prend le temps nécessaire. Mm. Arrivé à un moment, c'est stable. Ça veut dire qu'on a trouvé, le corps a trouvé avec la gouttière et les modifications qu'on a apportées, la position qui lui convient. Et à ce moment-là, on passe à la deuxième phase, qui est la phase
de séparation de la gouttière. C'est-à-dire que la gouttière va servir de guide pour travailler sur les dents de façon à ce que ce soit... Et là, les dents interviennent. De façon à ce que ce soit les dents qui stabilisent la position de la mâchoire dans la position qu'on a travaillé avec la gouttière et que l'on sait être efficace puisqu'on l'a testé. Ouais, je comprends. Donc, même intellectuellement, c'est très intéressant parce que le patient, il dit, s'il y a un travail à faire sur des dents, par exemple, il y a des soins qui ne sont pas corrects, il y a une couronne, enfin, il y a un appareil, il y a un dentier, enfin, on s'en fout, qui ne marche pas et qu'il faut refaire. Ben, on a un guide. Et là, c'est pas gênant de faire des soins dentaires. On sait comment on doit faire. Parce qu'on a le guide. Et on sait que ça va être efficace. Ouais. On l'a testé avant. Plutôt que de dire, bon, alors, parce que j'ai des patients, ils viennent en disant, on m'a proposé un traitement d'orthodontie parce que j'ai des problèmes de mâchoire et l'orthodontiste m'a dit, on ne sait pas si ça va marcher. Ah ouais. Ah ouais? Ah ben, moi, on fait pas ça sur les miennes. Hein. On joue pas avec mes dents, moi. Surtout si il y a ce petit inconnu de ne pas savoir si ça va marcher ou pas. Ouais. Ah oui, pas question. Hein. Non. Qu'on fasse un travail alors qu'on a testé quelque chose et qu'on sait que ça fonctionne. Ça, c'est OK. Ah, c'est pas pareil. Ouais, bien sûr. Ah, c'est pas pareil du tout. Ouais, je comprends. Et ben, c'est à ça que sert la gouttière. D'accord. OK. C'est à ça que sert la gouttière. C'est très clair. À stabiliser et avoir un véritable effet vécu, ressenti, mesurable par le corps et la personne. Et ça, c'est blindé. Parce que c'est le patient qui dit oui, c'est bien. Et puis qui est content qu'on commence à dire. Alors après, je fais un truc qui fait marrer tout le monde, c'est que arrivé à ce stade-là, et souvent les patients me disent bon alors on fait quoi? Alors soit il y a des soins dentaires à faire. À ce moment-là, je communique avec le dentiste du patient et puis je dis voilà, il faudrait faire tel et tel soin en fonction de telle et telle épaisseur. Bref, après c'est du jargon de dentiste et puis c'est facile pour moi, c'est mon métier. Donc en face, on peut pas trop me raconter de conneries. Mais du coup, vous le faites pas personnellement? Je fais plus. OK. Je le faisais avant, je fais plus. Et donc je communique avec des confrères. OK. Alors c'est aussi très intéressant parce que quand je dis il faudrait refaire ça et ça et ça, je suis pas impliqué, c'est pas moi qui le fais. Ça veut dire que je donne des conseils complètement neutres. Mais d'ailleurs, comment ils le prennent? Ils le prennent bien? Ils sont ouverts à toutes ces recommandations et tous ces conseils? Non, les dentistes. Ouais, ça dépend. Ça dépend. C'est pas toujours le cas. Moi, ça dépend. Mais le truc qui est très intéressant, c'est que le patient, lui, il a vécu quelque chose. Ouais, et donc lui, il est convaincu. Ouais. Et il sait très bien que si son dentiste, et puis ça arrivait souvent, hein, si le dentiste dit non, c'est n'importe quoi, c'est de la connerie, et il s'en va. Hein. Ouais, c'est vicieux. Lui, il a trouvé un autre équilibre. Il a trouvé une compréhension dans la façon dont son corps fonctionne. Il a changé sa mentalité. Il a changé plein de choses. Il veut pas le lâcher. Bien sûr. Il veut pas le lâcher. Et donc, on se débrouille toujours pour trouver un praticien qui va collaborer. Et heureusement, il y en a de plus en plus. Ouais, heureusement. Heureusement. Et donc, il y a des soins dentaires qui sont faits. Okay. Et moi, je les corrige après. Je les rectifie. Parce que le confrère, il ne sait pas affiner exactement. Ouais. Donc, moi, je le fais. Et pour ceux qui n'ont pas de soins dentaires, on ne va pas abîmer les dents. Parce que moi, je suis un conservateur, j'aime pas abîmer. Et il faudrait, par exemple, détruire une dent, venir coller une sorte de semelle en céramique sur la dent pour compenser l'épaisseur de la gouttière. Et moi, il n'est pas question de ça. Parce que moi, je veux pas. Je veux pas dégrader un corps qui a mis du temps à se dégrader et sur lequel on retrouve avec un artifice amovible une nouvelle position. Et puis là, il faudrait abîmer pour... Le corps, il va pas aimer. Donc, je fais pousser les dents. Voilà, c'est des réactions. Voilà, c'est ça. J'ai ça. Alors, pardon ? À chaque fois, on a l'impression que j'ai fumé un pétard quand je dis ça, mais pas du tout. En fait, j'ai découvert un truc que j'avais appris pendant mes études, et j'ai donné des cours à une école de naturopathie en Suisse. Ils m'avaient demandé de faire des cours sur la dentisterie et puis la posture. Et donc, forcément, j'ai dû replonger dans mes cours pour faire un cours correct. Et puis, j'ai redécouvert que, en fait, dans le système des dents, dans le ligament, il y a des capteurs de pression, ça je le savais, mais c'est des capteurs de pression qui réagissent au contact. Et ils réagissent au contact chez l'enfant pour permettre à la dent de progresser, c'est-à-dire de faire une négression, pour adapter le positionnement des dents à la croissance des maxillaires. Ah, ok, intéressant. Parce que forcément, le visage va grandir. Et si la dent ne grandit pas, on serait tous avec des grosses têtes et des petites bouches.
On aurait l'air stupide. Enfin, on serait tous pareils, mais bon. C'est vrai qu'on ne serait pas posé la question. Voilà. Mais bon, quand même. Mais et donc, ce système-là existe. Et c'est un système cellulaire. C'est-à-dire que il est dans le ligament. Donc, il ne disparaît pas. Il s'arrête d'évoluer simplement parce que la croissance s'arrête. Donc, si je le réactive, la dent va rechercher le contact. Alors, pour faire ça, sur une gouttière qui fait 4 dents, par exemple, j'en coupe une. Je coupe la dernière. Quand la gouttière est posée sur les dents, la mâchoire se serre, toujours en équilibre, puisqu'on a la gouttière. Ouais. Et la dernière dent du patient, dans sa bouche, est dans le vide. À chaque fois qu'il serre, donc à peu près 2000 fois par 24 heures, c'est énorme, hein ? C'est énorme, ouais. 2000 fois par 24 heures, l'information qui est reçue par le cerveau, c'est cette dent-là ne fonctionne pas. Et qui manque... Comme elle ne fonctionne pas, le cerveau va rétablir la fonction en faisant pousser la dent. Donc il va y avoir une égression. C'est-à-dire que c'est pas un déchaussement, c'est la dent, ligament, os, gencive qui va sortir. Alors, elle sort pas d'1,50 m. Hein. C'est-à-dire que en général, les épaisseurs de gouttière, on est aux alentours de 6-7 dixièmes de millimètre. C'est la grosse moyenne. Donc, la dent va pousser en 2-3 mois. Elle va venir chercher le contact. Et donc, je les revois au bout de 3 mois et je regarde des contacts. Et je vois un contact sur la dent du fond et sur la gouttière. Ce qui prouve que la dent est venue chercher l'appui et ça verrouille. Et à ce moment-là, j'en coupe une autre. Et quand j'ai 2 dents qui verrouillent le système, je retire la gouttière, les 2 autres dents poussent et tout est à la mâchoire est toujours à la bonne place avec les dents du patient et il n'y a plus de gouttière. Quel que soit l'âge du patient. Quel que soit l'âge, ma patiente la plus âgée, c'est 84 ans. Et les dents Bon, poussées. je rame un peu. Hein. J'imagine, oui. Et ça pousse. D'accord. Et au début, je disais que c'était une question d'âge. Et puis, j'ai soigné une mère et sa fille. Une question d'âge dans le sens, plus on est jeune, plus ça va fonctionner, Voilà. C'est ça, ouais. J'ai soigné une mère et sa fille. Il y avait 25 ans de différence. Et puis, donc, je fais le travail. La mère, on nettoie tout, vite fait. Les dents poussent. La fille, j'ai commencé en même temps. Et par dent, 1 année. D'accord. Et la mère, c'est hop, vite fait. C'est la question que j'allais poser. Combien de temps ça prend? Donc, à peu près. Ok. Quelques fois plus. Mais c'est possible. C'est quasiment à chaque fois. Et du coup, ça évite les transformations avec... Et ça évite les soins. Ça évite les soins. C'est très respectueux du corps. Et c'est en douceur. À la vitesse du corps. Est-ce que ça veut dire que toutes les autres interventions... En fait, là, je pense aux interventions esthétiques des dents. Elles sont mauvaises pour l'alignement? J'ai ma réponse à ma question, mais j'aimerais quand même votre confirmation. À partir du moment où ça ne respecte pas l'équilibre et l'harmonie du corps, c'est-à-dire le système adaptatif du corps, c'est perçu par le corps comme une agression. Agression, adaptation, substance P, trouble à distance. Donc il n'est pas impossible de subir une intervention et quelques mois après, voire même immédiatement, de commencer à avoir des douleurs par-ci par-là. Un corps qui vrille, etc. Oui. Je reçois régulièrement des patients que j'ai traités 4-5 ans plus tard, avant, pardon. Ouais, plutôt. Et puis ils reviennent parce qu'ils ont tous les symptômes qui sont revenus. Mais c'est parce qu'ils sont passés se faire soigner une dent. Ah, ils savent, hein. Donc ils appellent mon assistante en disant voilà, je suis passé chez le dentiste, je peux venir. Et puis moi je reteste, je vois, je fais la correction. Dans l'heure qui suit, il n'y a plus de symptômes. C'est un système d'alarme. C'est très intelligent d'ailleurs, de la part du corps. Le corps apprend. Il apprend à fonctionner. Au début, la gouttière, elle est assez... comment je pourrais dire ça grossière. Parce que, je vais reprendre une analogie, c'est comme si vous avez une maison de campagne, et puis vous y allez 1 fois par an, l'herbe, elle est haute comme ça. Oui. Eh bien, on passe pas le taille-bordure. Hein. On y va à la faucheuse. Et puis après, on passe la tondeuse, puis après, on fait les plates-bandes. Dans l'ordre, ouais. C'est pareil pour le corps. Au début, on dégrossit. Le corps, il est super content, et après, il affine. Et plus on va avancer dans le temps, plus on va affiner. Donc, j'ai dit ça, et je ne sais plus pourquoi. C'était quoi la question? Je suis parti dans mon truc. On parlait déjà des interventions esthétiques et comment... Oui, voilà. Alors, quand un corps a pris, avec les symptômes, le moyen de prévenir l'individu que ça ne va pas, c'est-à-dire qu'il est sorti de sa zone de tolérance, il sait qu'il a été écouté,
en faisant ce type de symptômes. Ah oui, oui, je vois. Donc pour lui, économie d'énergie, il rebalance les symptômes pour dire la première fois il a bougé, il va rebouger. Donc sur ce, le patient, il récupère les symptômes qui ne sont pas installés, c'est un message. C'est juste Madeleine de Proust, c'est toc, il renvoie les infos. Et ça peut repartir aussi vite que c'est arrivé alors. Ah oui, parce que c'est pas physique, c'est de l'information. Et donc je fais la correction de ce que je vois, et puis le symptôme il disparaît dans l'heure qui suit. Et puis on ne revoit plus les patients, parce que c'était juste une adaptation. C'est tout. C'est cool. Ah bah c'est très cool, mais je suis en train d'avoir révélation sur révélation là depuis le début du podcast, et c'est bien d'avoir toutes ces informations et de connaître un petit peu tout le principe et le fonctionnement. Mais du coup, ça remet quand même beaucoup de choses en question par rapport à tous les soins qu'on a eu depuis qu'on est né virtuellement, avec ce qu'on a ce sur quoi on a pu être confronté avec un dentiste. Mais du coup, la solution, elle réside où, la solution? Elle réside dans le fait de ne plus aller voir son dentiste? Non. Ou de être conscient de tout ça et éventuellement de consulter un posturo... Alors, le truc de base, il faut que tout le monde sache, le corps appartient à l'individu, pas au praticien. Ça veut dire que chaque personne qui n'est pas écoutée par son praticien fuit son praticien. Le patient sait. Quelqu'un qui vient en disant « écoutez, j'ai mal », et le praticien qui dit « non, c'est pas possible, non, vous n'avez pas mal, au revoir monsieur, au revoir docteur, vous m'avez pas écouté ». Si le patient a une douleur, c'est que son corps va le manifester. Alors après, qu'on ne comprenne pas l'endroit où il y a la douleur, qu'on ne comprenne pas forcément les liens, ça c'est une chose. Ça peut avoir du sens, et le praticien, il peut très bien dire, écoutez, là, moi je suis dépassé. Moi ça m'arrive, j'ai des fois des patients qui viennent avec des choses, je ne comprends pas. Mais je suis pas là pour soigner la planète et être la solution miracle à tout le monde. J'ai la possibilité de dire, non, je suis désolé, là, ça sort de mes compétences, je ne sais pas. Mais le tout, c'est de ne pas nier ce que le patient pourrait ressentir et ce qu'il pourrait exprimer. S'il le sent, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Mais on n'est pas forcément équipé en outils pour comprendre ce qui se passe. Et donc, le truc de base pour le patient, c'est ce qu'il ressent est vrai. Mais ça ne sort pas forcément au bon endroit. Je réutilise une analogie. On les aime bien. On imagine ici, au-dessus, il y a une salle de bain, là-bas dans le coin de la pièce. Il ne ferme pas le robinet, la baignoire fuit, l'eau tombe. Ça coule. Eh bien, on peut très bien avoir la fuite d'eau là. L'origine est là-bas. Et ça sort là. Et donc, si on regarde ici, on ne va rien comprendre. Parce que l'origine, elle est là-bas. Eh bien, dans le corps, c'est pareil. L'endroit où ça sort, ce n'est pas forcément l'endroit où ça coince. Et on peut très bien avoir une douleur à cet endroit-là. Il faut la reconnaître, mais peut-être dire, écoutez, à cet endroit-là, ça me semble bizarre. Mais peut-être que c'est ailleurs, on va chercher. Et on va faire l'enquête. Déjà, on ne nie pas l'individu. On ne nie pas son ressenti. Et on fait une enquête ensemble. Et à ce moment-là, c'est une équipe qui travaille ensemble. Et ces comparaisons sont géniales. Pardon ? Ces comparaisons sont parfaites. Ah oui. Elles sont claires comme de l'eau de roche. Et du coup, effectivement, ça permet de bien comprendre de quoi il est question. Oui, quand on va voir son praticien, on va travailler en équipe avec le praticien. J'irais même plus, on travaille... Ça, il y a beaucoup de dentistes qui ne l'ont pas compris. Le premier travail, c'est avec l'assistante. C'est elle qui va... Elle a un positionnement dans le cabinet qui est juste remarquable. C'est pas... dans le temps, c'était l'extension d'une pompe à salive et elle devait la fermer. Il y a des cabinets où l'assistante, il faut qu'elle la ferme. C'est une place remarquable. Le patient va être capable de donner des informations à l'assistante qu'il ne croit pas utiles pour le praticien, alors qu'elles le sont. Et après, l'assistante peut transmettre. Moi, j'ai la chance d'avoir une assistante qui fait ça, et qui fait ça de façon remarquable. Elle m'a débroussaillé le terrain. C'est juste un travail d'équipe absolument phénoménal. Et c'est une étape indispensable. Indispensable. Ouais. Juste indispensable. Et ça me permet d'avoir un accueil du patient ouvert sur tout. Et normalement, tout le monde devrait faire ça. Et un patient
devrait être écouté. Et un patient qui n'est pas écouté, il change de praticien. Oui, bien sûr. Il change de praticien. Mais par contre, il doit accepter qu'on ne comprenne pas. Moi, j'ai déjà eu des patients qui venaient avec, quand je faisais encore les soins dentaires, en disant « Ah, j'ai mal au froid sur cette dent-là. Je fais une radio, elle est dévitalisée. » Donc, c'est pas possible. Alors, il y a deux façons de faire. C'est « Vous foutez de moi, parce que elle est morte, donc non, vous n'avez pas mal. » Ou dire « Curieux, tiens. » Parce qu'à cet endroit-là, normalement, on ne devrait rien sentir. Ouais. Comment ça se fait que vous la sentez là? Et on enquête. C'est vrai que c'est deux postures différentes et deux façons de voir le problème différentes. Mais ça n'a rien à voir. Ah ouais, complètement. Rien à voir. Et puis c'est beaucoup plus intéressant. Plutôt que de rentrer en catégorie puis dire dégage, tu m'enquiquines. Voilà. C'est une question d'ego de la part de certains. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. D'ego et de simplicité, c'est plus facile. Oui. Ouais. Ouais. Donc on s'embête pas. Vous savez, Ce qui existe de toute façon dans tous les métiers, j'imagine. Ah oui, dans tous les métiers. Et puis, au bout d'un moment, faire de la dentisterie, c'est un métier très technique. Mais quand on a fait le tour, après, ça devient... ça peut devenir barbant. Et si la seule compensation, c'est juste le tiroir caisse... Ouais. Il y a 3 paramètres pour faire quelque chose qui plaît. Il faut qu'il y ait la nouveauté, il y ait le plaisir et il y ait l'argent. Il faut qu'il y en ait au moins 2. Voilà. Est-ce qu'ils sont par ordre d'importance? Non. Moi, je trouve que limite, faire quelque chose qui nous fait plaisir, c'est peut-être le plus important. Le deuxième, de la nouveauté. Et ensuite, l'argent. Oui. Mais ça il faut qu'il y en ait 2. Ouais. Ouais, puis ça peut varier aussi avec la vie de l'individu. Oui, c'est vrai, au cours de la vie. Ouais. Mais il faut toujours garder ça. Faut toujours, et c'est pour ça que c'est super intéressant et moi, j'essaye à chaque fois. Pourtant, je pourrais très bien dire, allez, j'arrête et puis. M'embête pas. Ouais. Je cherche, je fouille, je regarde les bouquins, je me documente, je dis, oh tiens, il y a un truc intéressant. Il y a un domaine qui est que chaque praticien devrait avoir, c'est être curieux. Faut être curieux. Pas forcément pour tout utiliser, mais faut être curieux. Et ça demande un peu d'humilité aussi. Ouais. Forcément. Ouais. Bon, ça peut-être avec l'âge que ça arrive. Ouais, et puis c'est une autre histoire. Ça dépend peut-être aussi des personnalités. Bon, en tout cas, c'est vraiment très intéressant de considérer un individu, mais considérer un individu qui a des dents. Voilà. Ouais. Ça, c'est intéressant. Est-ce que cet individu, il pourrait avoir des tests ou des actions qu'il pourrait faire lui-même tout seul en autonomie pour vérifier un petit peu si les choses vont bien et si ce n'est pas le cas, d'aller se diriger vers un spécialiste? Oui. Oui. Déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les symptômes à distance, alors il y en a un qui a fait une étude sur tous les symptômes. On est à 116 symptômes à distance en relation d'origine dentaire. Ah ouais, donc 116. Pas qu'un peu. Hein. Oui, j'ai la liste éventuellement. Et on la veut en entier. C'est vraiment une énumération. Non mais c'est du délire. Hein. Alors on pourrait dire non, c'est n'importe quoi. En fait non, ça a été prouvé scientifiquement. Bref, et il y en a plein qui connaissent pas. Et donc le patient, la première chose, c'est il a des symptômes. Ça veut dire que son corps manifeste quelque chose qui dysfonctionne. Il fait pas ça pour dire tiens, je vais embêter le monde. Non. Il est là pour prévenir que il y a une anomalie, que cette anomalie, elle rentre pas dans le cadre de ce qui était prévu initialement, et qu'il y a ce dysfonctionnement-là, il a besoin d'attirer l'attention. Le corps ne peut attirer l'attention qu'avec un symptôme. Parce que s'il se passe rien, on s'en aperçoit pas. On fait rien. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a une maladie, je me rappelle jamais le nom, où les gens ne sentent rien. Ils n'ont absolument aucune sensibilité. C'est-à-dire qu'ils mettent la main au-dessus d'une flamme de bougie, ils se brûlent complètement, ils n'ont rien senti. Ou alors, ils se cassent la jambe est de travers, ils sentent rien. Du coup, c'est des gens, ils meurent jeunes. Parce qu'ils n'ont pas de signaux d'alarme. Ah oui, si on ne se rend pas compte que la main brûle au-dessus d'une flamme, c'est clair que... Il n'y a pas de signal. Donc, il faut prendre le symptôme comme un signal d'alarme. C'est un moyen pour le corps de communiquer. Il communique avec l'individu en disant « Attention, je suis sorti de ma zone de tolérance ». Et le truc tout bête, c'est que quand il fait mal, par exemple, tourne la tête, aïe, j'ai mal, eh ben on le fait pas. Et comme on le fait pas, on se protège. C'est tout bête, hein. Mais tout bête. Plus on se protège, plus le corps s'adapte. Plus il s'adapte, plus il va créer une adaptation à distance, vriller, tordre. Et cette adaptation devient une pathologie qui va nécessiter une adaptation, qui devient une pathologie. Et au bout d'un moment, on ne fait plus rien. Ouais. Et l'idée, c'est de remonter tout en marche arrière.
C'est un peu comme si on avait une pile de dossiers sur le bureau qui s'est accumulée. Et moi, quand le patient vient, eh ben, j'ai la pile. Bon, on va commencer par ce truc-là. Voilà. Et puis j'ouvre le dossier. Et Et ainsi de suite. l'origine, elle est là. Hein. Ouais. Mais tout ça, ça s'est accumulé. Il faut que je commence dossier par dossier. Voilà. Hmm. Et ben, Vrai le travail patient, d'enquêteur. c'est ça qu'il doit avoir. C'est que quand il a un symptôme, surtout un symptôme qui récidive, c'est-à-dire il traite. Alors, s'il traite avec des médicaments, quelquefois, c'est intéressant parce que ça a été un truc local qui n'a pas d'implication. Le machin, il passe avec un médoc, terminé, on n'en parle plus. Et puis ça revient pas. Ce sont les choses qui restent. Et il va prendre un médicament, et puis ça revient. Il reprend un médicament, et puis ça revient. Parce que le corps, il dit, c'est gentil, tu m'as cassé mon symptôme, mais je suis toujours là. Ouais. Voilà. En gros, Voilà, mais ça pas- revient à éteindre la lumière en cassant l'ampoule. Donc, c'est pas très efficace. Je préfère trouver l'interrupteur. Oui, clairement. Donc, le patient qui a ça, et chez qui ça récidive, il doit se dire, il y a un truc, il y a un obstacle dans mon corps, il y a un truc que mon corps veut manifester, qui ne fonctionne pas, et qu'il faut que je trouve. Donc, il va voir le praticien. Si ça lâche pas, ça veut dire que cet obstacle, il y a de fortes chances que ce soit la mâchoire. Si, en plus, il n'est pas confortable, c'est-à-dire que quand il serre les dents, ouais, ça pourrait être mieux. Ou alors, un autre truc qui est très intéressant, il se regarde dans la glace, il ouvre la mâchoire, et puis il ouvre comme ça. C'est-à-dire, les deux Un condyles peu partent en dévié, V, ouais. il ouvre en baïonnette, ça claque. Ah, pas besoin de réfléchir. Hein. C'est une anomalie majeure. Les articulations qui claquent, la mâchoire qui s'ouvre en baïonnette, ou alors une difficulté d'ouverture. C'est-à-dire on n'ouvre pas suffisamment grand parce que ça fait mal, ou alors on ne peut pas manger un sandwich parce qu'au moment où on force, ah ben là c'est la mâchoire. Hein. Elle n'est pas à sa place. Je vais essayer directement. Après le podcast, je vais me regarder dans un miroir et je vais tester Oui. ça. Hein. Ah ben oui, mais c'est sûr et certain. Ça ne peut pas aller. Et normalement, un dentiste, il devrait dire, oups là, il y a un truc qui joue pas. Et quand on serre les dents et qu'on a l'impression que c'est comment dire, que ça s'adapte pas bien, ça aussi c'est un oui. signe, c'est un signe très Ça clair. fait partie du confort. Hmm. C'est pas confortable. On sent qu'il y a un truc. On est obligé de bouger un tout petit peu pour essayer d'adapter. Ça joue pas. Il y a un truc qui joue pas. Est-ce que ça peut être un signe quand on a un côté de la mâchoire qui se ferme bien et pas forcément l'autre, ou en tout cas que quand on serre les dents, on a un petit espace d'un côté et pas de l'autre? Oui. Hmm. Bah oui. Et ça revient sur, après aussi, le clenching et le bruxisme. Alors, le clenching, c'est quand on serre les dents. Ouais. Alors, il y a plusieurs paramètres là-dedans. Il y a un côté mécanique, puis il y a un côté émotionnel. Et le clenching, c'est pas le fait de serrer les dents inconsciemment? Non, ça peut être. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Le clenching, c'est serrer les dents. Qu'on est devant l'ordinateur et la mâchoire serrée. Le stress. Ouais. Alors, c'est lié au stress. Et puis, c'est aussi lié à... On repart sur le truc de base. Le cerveau sait, les cellules du corps savent comment on doit être. C'est dans le programme. Comme Et on l'a dit si tout à on l'heure. vit autre chose, le cerveau va vouloir rétablir l'équilibre. Mais la seule chose, c'est que les dents s'engrainent. Donc, plus ou moins bien. Donc, il ne peut pas bouger la mâchoire. Parce qu'il faudrait qu'elle dérape. Il ne peut pas la bouger. Donc, pour la bouger, il faudrait que les dents soient plates. Ouais. Pour qu'elles soient plates, il faut les user. Pour les user, il faut grincer ou serrer. Ok, il faut clencher. Donc, c'est une excellente Ok, mauvaise solution. D'accord. Ah oui, je comprends bien. C'est une trouvaille du corps qui n'est pas bonne. Mais il ne sait pas faire autre chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai des patients qui sont avec des dents qui sont complètement usées, parce qu'ils ont fait du bruxisme. Je leur mets une gouttière qui est molle, qui est tendre par rapport aux dents. Ils n'usent pas la gouttière. Pourquoi? Parce que j'ai questionné le corps. Je lui ai dit, tiens, tu veux quoi? Il me dit, j'aimerais bien une gouttière à cet endroit-là. Pof, je lui donne. Il met la mâchoire comme il faut. D'un seul coup, le bruxisme n'a plus de raison d'être, puisque la mâchoire est à sa place. C'est hyper intéressant, ça. Mmh. C'est hyper intéressant. Ah bah oui. Alors, quel est le point de départ? Est-ce que c'est le stress qui provoque ça, ou est-ce que c'est ça qui provoque le stress, ou l'un et l'autre? Alors ça, c'est difficile à dire. Ouais. Mais moi, j'aurais tendance à dire que il y a l'anomalie de positionnement de mâchoire va générer un stress que le patient va ressentir parce qu'il n'est pas aligné.
C'est-à-dire son esprit n'est pas un alignement avec son corps. C'est-à-dire que c'est, de nouveau, c'est le champion de Formule 1 qui est Bien dans une sûr. Dacia. Ouais, ouais. Et il est programmé pour faire des choses dans cette vie. Il a choisi ce corps-là pour... Après, c'est des questions de croyance, mais moi, c'est la mienne. Il a choisi de venir dans ce corps-là pour exactement faire ce pourquoi il doit être fait dans toute cette vie. Et il a un corps, c'est pas le bon véhicule. Eh ben, c'est hyper stressant parce qu'il passe à côté. Il a besoin de ce corps qui fonctionne. Le corps, c'est l'interface dans ce monde de matière, entre le monde de matière et le monde de l'esprit. S'il n'y a pas cette interface-là, on ne peut pas agir. C'est hyper intéressant. Et c'est hyper intéressant. Et moi, ça fait un métier... Enfin, il faut se rendre compte, je vois des patients qui sont complètement déconnectés. Et le but que j'ai, quand je les vois, ils ne le savent pas. Bon, maintenant, ils vont le savoir. Mais On leur dira pas. Ouais, mais c'est que moi, je vois la personne qu'ils sont à l'intérieur. C'est comme si, je vais reprendre une analogie, quand on regarde une géode d'améthyste, c'est joli, hein. C'est magnifique. On a toutes les pierres dedans, violettes et tout, c'est superbe. On tourne le machin, c'est un caillou. Hein. Ouais. Et bien, ce que je fais, moi, je libère le caillou et je libère les pierres précieuses du patient. Je fais en sorte que leurs pierres précieuses puissent s'exposer à l'extérieur et que ce soit plus le caillou qui soit visible. Voilà, c'est ça que je fais. En fait, j'ai cette intention-là quand je fais le travail. J'ai l'intention de les révéler, un peu comme une photographie. Bien sûr. J'ai fait beaucoup de photos et l'analogie, elle est très très intéressante. Elle est très bonne, ouais, parce que là, on prend un négatif. Bon, déjà, on prend un négatif, on le met dans l'agrandisseur. On envoie de la lumière dans le négatif et on a un positif. La lumière transforme le négatif en positif. Et quand on a le papier, on sort le papier de l'agrandisseur, tout est là. Et on voit rien. Il faut juste le révéler. Et quand on l'a mis dans le révélateur, ce que je fais avec tous les tests, waouh, et c'est ce que fait le patient. Bon, alors pour moi, cette analogie est encore plus précise parce que j'ai fait de la photo aussi. Ah ouais. Donc j'ai fait l'étape agrandisseur, etc., révélateur. Donc longtemps. Ouais. c'est pour moi, magique. C'est effectivement magique, hein, et c'est aussi la beauté de la photo. Mais c'est vrai que je comprends tout à fait l'analogie et la comparaison avec cette révélation. Ouais. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est ce que fait le corps avec le patient, puisque la question c'était comment le patient. Ouais. Eh ben, le symptôme et la façon dont le corps va se manifester, c'est le corps qui dit, il révèle l'anomalie. Il révèle l'anomalie, il lui montre, à part le symptôme, il lui dit voilà, ça joue pas, il y a un truc, débrouille-toi, mais moi je voudrais aller bien. Voilà. Et donc, on peut être tordu, on peut être vrillé, on peut avoir des dents comme si on avait été un peu secoué avec des dents en vrac, et aller parfaitement bien. Ça m'arrive de faire des conférences où j'ai un public que je ne connais pas, et je teste des gens, parce que j'aime bien faire ça, je teste des gens au hasard. Il y en a chez qui je trouve les anomalies en lien avec leurs anomalies posturales, et j'en prends au hasard et des gens, et je les teste, et il n'y a rien. Et pourtant, leur bouche, elle n'est pas correcte, et pourtant, ils ne sont pas droits, et tout va bien. Ouais, je comprends. Et tout va bien. Et moi, je trouve ça magique. Parce que ça respecte la particularité de l'individu. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut respecter l'individu. Et l'individu, lui, il n'a comme moyen de contrôle que ce que son corps va manifester. Et pas ce que l'autre a dit, ah, tiens-toi droit. Non, un parent qui dit à un gamin, tiens-toi droit, comme si le gamin, il se mettait de travers pour emmerder son parent. Ben non. Encore une question de normes. Ben oui. Ouais. Il fait pas ça. Non, mais par contre, le parent qui voit l'enfant comme ça devrait se dire, ah, tiens, est-ce que c'est dans la famille ? Est-ce que c'est quelque chose de génétique ? Est-ce que tous les enfants qui sont nés dans la famille, ils sont un peu voûtés comme ça ? Ou est-ce que mon gamin, il a un truc qui joue pas ? Est-ce que son corps, il n'est pas en train de dire, j'ai une petite anomalie qu'il faudrait aller inspecter ? Peut-être qu'il y a un problème de croissance de mâchoire, peut-être qu'il faudrait intervenir, peut-être qu'il est en train d'installer une scoliose. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout. On change de paradigme.
J'avoue que là, cette discussion, elle a ouvert beaucoup de perspectives très intéressantes. Ah bah tant mieux. Ah ouais, vraiment, elle a ouvert beaucoup de perspectives très intéressantes et on sent la passion aussi qui vous anime. Ah ouais. Et ça, c'est quand même non seulement très intéressant pour nous d'écouter ça, et bon, c'est ce qui montre aussi que vous faites ça depuis aussi longtemps. Ouais. Oh, j'aurais arrêté. Hein. Non, Ouais, bah oui, ouais, si ça ne j'aurais pousse déjà été à pas. la retraite. Hein. Mais je continue parce que j'ai le plaisir. Hein. Donc ouais, ça ouvre pas mal de perspectives et je trouve Ouais. ça vraiment très intéressant. Et du coup, est-ce qu'on peut vous consulter? Ah ouais, moi c'est un immense plaisir. Je vais encore dire un autre truc qui est... J'ai de temps en temps des patients qui me disent « Ah, j'aimerais bien aller voir tel praticien, mais il prend plus de nouveaux. Hmm. Ben, je dis surtout, c'est bien, n'y allez pas. Hmm. S'il prend plus de nouveaux, c'est qu'il est mauvais. Hein. Il vite vu. travaille avec une clientèle captive, ça veut dire qu'il ne trouve jamais la solution. Ah oui, c'est vrai. C'est pas- Vu comme ça, ouais, effectivement. C'est pas Ouais. un bon. Il ne faut Hmm. surtout pas y aller. Normalement, un thérapeute, il trouve la solution. Et une fois qu'il a trouvé la solution, On va plus le il voir. a libéré le patient. Ouais. Et il peut réintervenir de temps en temps parce que c'est la vie, c'est comme ça. Mais normalement, il doit trouver. Moi, je travaille avec des ostéopathes. J'en ai un, c'est clientèle captive. Il donne toujours les rendez-vous. On ne sait jamais. Hmm. Et il prend pas de nouveau parce qu'il tourne avec sa clientèle. Et j'en ai un autre qui donne jamais de rendez-vous. Et on verra bien. C'est un jeune. Il travaille D'ailleurs, il vient travailler de temps en temps dans mon cabinet. Il est admirable. Et il travaille comme ça. Il dit non. Moi, je libère. Et puis normalement, ça doit aller. C'est intéressant. C'est deux façons de voir les choses différentes, mais c'est vrai que effectivement, quand on prend pas de nouveaux patients, Eh oui. c'est vrai Ça, qu'on c'est un mauvais. on a une clientèle un peu captive, ouais. Ouais. Donc moi, ça doit s'arrêter. Et comme je suis curieux, quand j'ai un nouveau patient, nouvelle enquête. Voilà, c'est une nouvelle opportunité d'en apprendre. Nouvelle enquête. Je vais découvrir quelqu'un. Hmm. Et en plus, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises dans mon travail qui sont des ouvertures faites par les patients. Eux, ils arrivent, j'arrive en queue de peloton, ils ont fait tout le reste. Alors, super intéressant. Hmm. Parce qu'en fait, j'ai pas l'a priori de dire, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas une maladie systémique? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'hernie discale? Parce qu'il y a déjà eu Non, toutes ces c'est réponses. Ouais, Tout c'est ça, c'est fait. fait. Donc on écarte. Ah oui, et moi, Ouais. donc, je suis cool avec ça. Je peux pas faire de bêtises puisque ça, en général, c'est fait. Hmm. Et donc, le patient vient avec son historique et il a déjà essayé plein de choses. Et quelquefois, il va me raconter ce qui a été fait. Et je dis, oh, tiens, je connais pas ce truc-là. Ah, vous pouvez me donner des renseignements? Et puis, moi, je potasse. Et puis, il y a des fois, je dis, oh, c'est super intéressant. Et hop, je mets ça dans ma panoplie. Et du coup, on en apprend encore après 40 ans d'exercice. Ah, mais ce serait dramatique de dire, c'est fini, quoi. Moi, j'espère bien que quand on va me mettre entre quatre planches, j'aurai encore des trucs à apprendre. Faudra me mettre avec des bouquins dans le truc. Ouais, voilà. Je pense que ce sera le meilleur environnement pour continuer Ouais. à apprendre. Ok. Ouais. Eh ben, c'était très enrichissant. Donc, on laissera toutes vos infos en description sur le podcast, D'accord. que ce soit sur YouTube ou Spotify. Merci beaucoup pour tous ces enseignements. Bah, c'est un plaisir. Déjà, moi, personnellement, étant très curieux, j'en ai appris beaucoup. Et j'espère qu'on pourra continuer la discussion ou même qu'on pourra se rencontrer pour faire un petit diagnostic et voir si jamais Avec il plaisir. y a des choses qui vont pas. Avec plaisir. Et puis si jamais il y avait des gens qui avaient besoin d'informations et que si jamais vous voulez retravailler sur un truc, moi c'est un immense plaisir. Bah, Vous parfait. savez, il y a un truc qui est très, très important. On peut apprendre. Hmm. Il y a un moment, il faut transmettre. Je suis tout à fait d'accord. Ça crée un flux. On ne peut pas remplir un verre plein. Je suis tout à fait Il d'accord. faut le vider. Ouais. Et le vider, c'est transmettre. Et la transmission, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour transmettre. Et à partir du moment où la transmission commence à se faire, on peut de nouveau réapprendre. Et ça qui est intéressant, cette espèce de flux-là qui permet de pas vieillir là-haut. Parce que malheureusement, le corps est vieilli. C'est bien ça le drame. Mais l'esprit, on peut le maintenir. Et ça là-haut, ça vieillit pas, ça. Et je suis tout à fait d'accord. J'ai commencé avec le coaching sportif il y a 15 ans et je me suis vite mis aussi à enseigner pour justement former les prochains coachs à continuer leur activité. Donc oui, c'est quelque chose de très enrichissant et sur ça, je vraiment. suis 100% d'accord. Ah, vraiment. Ouais, complètement. Merci encore, docteur. C'est un vrai plaisir. Et puis, j'espère que le podcast aura plu. Et puis, faut pas hésiter à nous laisser votre avis dans les commentaires pour ceux qui ont regardé cet épisode. Posez vos questions aussi éventuellement. Ah oui. Et puis, j'espère à bientôt. Ah bah, avec plaisir. Merci.
Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec le docteur Thierry Thomas. Je vous laisse un autre épisode avec une posturologue cette fois-ci, Victoria, un épisode que j'ai tourné il y a quelques semaines. Il est très intéressant, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande juste ici.